Correspondance, Martine Jacob. Correspondance est aujourd'hui consacrée à Marcel Proust, à différentes lettres écrites, entre autres, à sa voisine du boulevard Haussmann, des lettres écrites à ses concierges, une lettre à l'un des hommes qu'il a le plus aimé, une lettre à Colette. Marcel Proust écrivait 7 à 8 lettres par jour. On compte près de 100 000 lettres écrites entre son adolescence et sa mort, à l'âge de 52 ans en 1922. Les premières lettres que je vous propose furent adressées à sa voisine, qui habitait au 3e étage du 102 du boulevard Haussmann à Paris, quand Marcel Proust habitait, lui, au 1er étage. Cette voisine s'appelait Marie Williams. Elle était la femme du dentiste qui exerçait, lui, au 2e étage du même immeuble. Elle était musicienne, harpiste, et Proust s'amusait à jouer simplement un rôle de séducteur. Par contre, à l'égard du mari, dentiste, il ne s'agissait pas du même sentiment. Le bruit du cabinet dentaire, les travaux bruyants effectués au-dessus de sa tête, était une véritable torture pour Marcel Proust qui craignait le bruit, qui souffrait d'asthme et de troubles du sommeil. Sa chambre était une pièce dont les murs étaient tapissés de plaques de liège, les volets, les doubles fenêtres et les rideaux fermés pour empêcher le bruit d'arriver jusque-là. Voici l'une de ses lettres écrites à sa voisine en 1908. « Madame, ce sont des lettres du part que vos lettres. Vous me donnez un si grand désir, presque la permission de vous voir, et au moment où je reçois la lettre, vous êtes partie. Je fais tous mes vœux pour que l'année qui vient amène l'adoucissement. Je ne dis pas l'oubli, car le souvenir est l'orgueilleux trésor des cœurs blessés, des peines que vous apporte l'année finissante. Je joins à vous dans mes vœux le docteur, que je ne connais pas, mais dont j'entends chanter les louanges par Madame Strauss, par tout le monde. Et tout particulièrement votre fils, qui m'avait promis de m'exprimer ses désirs pour que je puisse les satisfaire, et dont la discrétion, dites-le lui, n'a rien d'amical. Veuillez agréer, madame, ma reconnaissance pour votre charitable souci de mon repos, mes bien respectueux hommages. Marcel Proust. Parmi les 23 lettres écrites à sa voisine qui ont été récemment retrouvées, voici celle que Marcel Proust écrivit au début de l'année 1909. Madame, je vous remercie de tout mon cœur de votre belle et bonne lettre et viens vous demander au contraire de laisser faire à partir de maintenant tout le bruit que vous pourrez. J'avais compté en effet sans une oppression si vive qu'elle m'empêche d'essayer de dormir. Le bruit ne me gênera donc en rien et me débarrassera d'autant pour un jour où je pourrai me reposer. Je suis bien triste de vous savoir malade. Si le lit ne vous ennuie pas trop, je crois qu'il exerce par lui-même sur les reins une action très sédative. Mais peut-être vous ennuyez-vous. Ne pourrais-je vous envoyer des livres ? Dites-moi ce qui vous distrairait, je serais si heureux. Ne parlez pas de voisins ennuyeux, mais de voisins si charmants qu'ils laissent le constant regret tantalien de ne pouvoir profiter de leur voisinage. Veuillez me rappeler, madame, au souvenir du docteur et agréer mes respectueux et reconnaissants hommages. Marcel Proust. Postscriptum. Malgré les tristes jours, des fleurs vous feraient-elles plaisir ? Et quelles ? Comme dirait Verlaine. Voici une lettre à ses concierges. Mon cher Antoine, est-ce que vous pourriez vous charger d'une commission pour votre fils et sa femme ? Ils m'ont annoncé leur mariage, ils ont depuis la gentillesse de m'écrire un mot, mais je n'ai pu leur répondre, d'abord à cause de l'extraordinaire fatigue que mes déménagements successifs m'ont causée. J'en suis au 3e et je crois que je ne fais que commencer. Mais vous pouvez toujours m'écrire rue Hamelin, car j'y habite encore, bien que plus longtemps, je crois. Je voulais que vos enfants sachent que j'ai égaré leur adresse. Ensuite, qu'il me reste à peu près 800 lettres à répondre. Je n'ai encore répondu qu'à Madame Félix Faure et à Monsieur Paul Deschanel, et 5 volumes à corriger. Mais la force me manque. Donc que vos enfants m'excusent. D'autre part,
Je voulais leur donner pour leur mariage un souvenir du boulevard Haussmann. Mais tout cela est dans des caisses, dans 3 garde-meubles et ce n'est pas facile de rien chercher. Quand j'aurai cessé d'errer de meublé en meublé, et si je loue ici même pour peu de temps, je pense que ce ne sera pas en meublé, je ferai donc venir une partie de mes meubles. Il me sera alors facile de retirer des affaires du garde-meuble et de leur envoyer un souvenir. Avez-vous su la mort de ma pauvre tante ? J'ai appris à la fois sa maladie et sa mort. J'ai eu le chagrin de ne pas la revoir et de n'être même pas en état d'aller à son enterrement. J'ai eu un petit mot de sa fille l'autre jour, et mon frère, en venant me voir, m'a dit qu'il avait pu voir ma tante encore vivante et aller à son enterrement. Au moins l'un de nous deux aura pu lui rendre les derniers devoirs. J'espère que votre femme va bien et ne ressent plus ses malaises. J'apprécie d'autant plus la santé chez les autres que j'en suis privée moi-même. La difficulté de se loger ne fait qu'augmenter ma fatigue. De plus, les appartements que j'ai habités jusqu'ici sont beaucoup trop petits, ce qui n'est pas sain. Et cela n'empêche pas qu'ils coûtent 3 fois aussi cher que le boulevard Haussmann. Vous avez été le plus prévoyant de vous faire un chez vous avant la crise des loyers. Je termine cette visite par lettre, que j'ai trop prolongée comme celle que je vous faisais dans la loge boulevard Haussmann, et je vous prie de croire, ainsi que Madame Antoine et vos enfants, à mes sentiments les meilleurs. Marcel Proust. Voici une lettre que Marcel Proust écrivit à l'homme qu'il a peut-être le plus aimé, Reynaldo Hahn, rencontré dans un salon parisien où il se produisait, chanteur, pianiste, un homme avec lequel Marcel Proust entretiendra une relation à la fois tendre et tumultueuse. Reynaldo Hahn sera son amant jusqu'en 1896, puis son ami jusqu'à sa mort. Voici une lettre datant de l'année de leur séparation, 1896. Notre amitié, écrit Marcel Proust, n'a plus le droit de rien dire ici. Elle n'est pas assez forte pour cela maintenant. Mais son passé me crée le devoir de ne pas commettre des actes aussi stupides, aussi méchants et aussi lâches, sans tâcher de réveiller votre conscience et de vous le faire sinon avouer, puisque votre orgueil vous le défend, au moins sentir ce qui pour votre bien est l'utile. Quand vous m'avez dit que vous restiez à souper, ce n'est pas la première preuve d'indifférence que vous me donniez. Mais quand 2 heures après nous être parlé gentiment, après toute la diversion de vos plaisirs musicaux, sans colère, froidement, vous m'avez dit que vous ne reviendriez pas avec moi, c'est la première preuve de méchanceté que vous m'ayez donnée. Vous aviez facilement sacrifié, comme bien d'autres fois, le désir de me faire plaisir, à votre plaisir qui était de rester à souper. Mais vous l'aviez sacrifié à votre orgueil qui était de ne pas paraître désirer rester à souper. Et comme c'était un dur sacrifice et que j'en étais la cause, vous avez voulu me le faire chèrement payer. Je dois dire que vous avez pleinement réussi. Mais vous agissez en tout cela comme un insensé. Vous me disiez ce soir que je me repentirais un jour de ce que je vous avais demandé. Je suis loin de vous dire la même chose. Je ne souhaite pas que vous vous repentiez de rien, parce que je ne souhaite pas que vous ayez de la peine, pas moi surtout. Mais si je ne le souhaite pas, j'en suis presque sûre. Malheureux, vous ne comprenez donc pas ces luttes de tous les jours et de tous les soirs où la seule crainte de vous faire de la peine m'arrête. Et vous ne comprenez pas que malgré moi, quand ce sera l'image d'un Reynaldo qui depuis quelque temps ne craint plus jamais de me faire de la peine, même le soir, en nous quittant, quand ce sera cette image qui reviendra, je n'aurai plus d'obstacle à opposer à mes désirs et que rien ne pourra plus m'arrêter. Vous ne sentez pas le chemin effrayant que tout cela a fait depuis quelque temps que je sens combien je suis devenu peu pour vous, non par vengeance ou rancune. Vous pensez que non, n'est-ce pas? Et je n'ai pas besoin de vous le dire, mais inconsciemment, parce que ma grande raison d'agir disparaît peu à peu. Tout au remords de tant de mauvaises pensées, de tant de bien lâches projets que je serais bien loin de dire que je vaux mieux que vous. Mais au moins au moment même, quand je n'étais pas loin de vous et sous l'empire d'une suggestion quelconque, je n'ai jamais hésité entre ce qui pouvait vous faire de la peine et le contraire. Et si quelque chose m'en faisait et était pour vous un plaisir sérieux, je n'ai jamais hésité. Pour le reste, je ne regrette rien de ce que j'ai fait,
J'en arrive à souhaiter que le désir de me faire plaisir ne fût pour rien, fût nul en vous. Sans cela, pour que de pareilles misères auxquelles vous êtes plus attachés que vous ne croyez aient pu si souvent l'emporter, il faudrait qu'elles aient sur vous un empire que je ne crois pas. Tout cela ne serait que faiblesse, orgueil et pose pour la force. Aussi je ne crois pas tout cela, je crois seulement que de même façon que je vous aime beaucoup moins, vous ne m'aimez plus du tout. Et de cela, mon cher petit Reynaldo, je ne peux pas vous en vouloir. Et cela ne change rien pour le moment et ne m'empêche pas de vous dire que je vous aime bien tout de même. Votre petit Marcel étonné malgré tout de voir à ce point. Que peu de temps suffit à changer toute chose et que cela ira de plus en plus vite. Réfléchissez sur tout cela, mon petit, et si cela nourrit votre pensée de poète et votre génie de musicien, j'aurai du moins la douceur de penser que je ne vous ai pas été inutile. Marcel. Avant de vous proposer une lettre de Marcel Proust à Colette, voici ce que Colette écrivit sur Marcel Proust. Il était un jeune homme dans le même temps que j'étais une jeune femme, et ce n'est pas dans ce temps-là que j'ai pu le bien connaître. Je rencontrai Marcel Proust le mercredi chez Madame Armand de Caillavet, et je n'avais guère de goût pour sa très grande politesse, l'attention excessive qu'il vouait à ses interlocuteurs, surtout à ses interlocutrices, une attention qui marquait trop, entre elle et lui, la différence d'âge. C'est qu'il paraissait singulièrement jeune, plus jeune que tous les hommes, plus jeune que toutes les jeunes femmes. De grandes orbites bistrées et mélancoliques, un teint parfois rosé et parfois pâle, l'œil anxieux, la bouche, quand elle se taisait, resserrée et close comme pour un baiser, des habits de cérémonie et une mèche de cheveux désordonnée. Pendant de longues années, je cesse de le voir, on le dit déjà très malade.
Et puis Louis de Robert un jour me donne du côté de chez Swann. Quelle conquête! Le dédale de l'enfance, de l'adolescence rouvert, expliqué, clair et vertigineux, tout ce qu'on aurait voulu écrire, tout ce qu'on n'a pas osé ni su écrire, le reflet de l'univers sur le long flot, troublé par sa propre abondance. Que Louis de Robert sache aujourd'hui pourquoi il ne reçut pas de remerciements. Je l'avais oublié. Je n'écrivis qu'à Proust. Nous échangeâmes des lettres, mais je ne l'ai guère revu plus de 2 fois pendant les 10 dernières années de sa vie. La dernière fois, tout en lui annonçait, avec une sorte de hâte et d'ivresse, sa fin. Vers le milieu de la nuit, dans le hall du Ritz, désert à cette heure, il recevait 4 ou 5 amis. Une pelisse de loutre, ouverte, montrait son frac et son linge blanc, sa cravate de batiste à demi dénouée. Il ne cessait de parler avec effort, d'être gai. Il gardait sur sa tête, à cause du froid et en s'excusant, son chapeau de forme posé en arrière, et la mèche de cheveux en éventail couvrait ses sourcils. Un uniforme de gala quotidien en somme, mais dérangé comme par un vent furieux, qui, versant sur la nuque le chapeau, froissant le linge et les pans agités de la cravate, comblant d'une cendre noire les sillons de la joue, les cavités de l'orbite et la bouche haletante, eut pour chasser ce chancelant jeune homme, âgé de 50 ans, jusque dans la mort. Voici une lettre qu'écrivit Marcel Proust à Colette, après avoir lu Mitsou, ou Comment l'esprit vient aux filles. Nous sommes en mai 1919. Madame, j'ai un peu pleuré ce soir, pour la première fois depuis longtemps, et pourtant, depuis quelque temps, je suis accablée de chagrin, de souffrance et d'ennui. Mais si j'ai pleuré, ce n'est pas de tout cela, c'est en lisant la lettre de Mitsou. Les 2 lettres finales, c'est le chef-d'œuvre du livre. J'entends de Mitsou car je n'ai pas encore lu En camarade. J'ai de très mauvais yeux, je ne lis pas très vite. Peut-être s'il fallait absolument, pour vous montrer que je suis sincère dans mes éloges, vous dire que je ne me permettrai pas d'appeler une critique appliquée à un maître tel que vous, je trouverai que cette lettre de Mitsou si belle est aussi un peu trop jolie, qu'il y a parmi tant de naturel admirable et profond, un rien de précieux. Certes, quand au restaurant le lieutenant bleu parle d'un joli vin qui sent le café et la violette, c'est tellement dans le caractère et le langage du lieutenant bleu. À ce restaurant, comme j'aime le sommelier, les dédains rêveurs. Mais pour Mitsou, il y a dans sa lettre des choses qui me sembleraient pas trop jolies, si je n'avais trouvé dès le début, comme vous, n'est-ce pas, que Mitsou est beaucoup plus intelligente que le lieutenant bleu, qu'elle est admirable, que son mauvais goût momentané en matière d'ameublement n'a aucune importance. Je voudrais que vous vissiez mes bronzes. Il est vrai que je les ai simplement conservés et non choisis. Et que du reste, ce progrès miraculeux dans son style rapide comme la grâce répond exactement au titre « Comment l'esprit vient aux filles ». Pour mieux comprendre la lettre de Marcel Proust à Colette au sujet de Mitsou, voici un extrait du roman de Colette. Il s'agit de la lettre de Mitsou au lieutenant bleu. « Voilà donc que vous partez, c'est détestable et même pire. Mais pourquoi vous en excusez-vous? J'ai dans l'idée que ce n'est pas de partir que vous vous excusez, mais de me quitter. Vous allez dire, c'est Mitsou, je ne peux pas partir sans la quitter. Mais que si, ce n'est difficile qu'à expliquer, mais pas à comprendre. Mon amour, mettez-vous une chose dans la tête, c'est que je vous aime. Oh, je ne vous dis pas ça comme on fait un cadeau, au contraire. Mon pauvre chéri, je vous aime. Et je vous donne permission de vous écrier en le lisant « Eh bien, me voilà frais !» Une femme qui aime, même une petite bête comme moi, ça devient insupportable, ça comprend, ça devine, ça devient comme l'électricité quand le courant y est posé. 1 minute avant, c'était cordon et une boule de verre stupide. 1 minute après, c'est un fil de feu qui éclaire tout. Le bon côté pour vous de cet ennui qui vous arrive, c'est que je sais à présent que vous pouvez compter sur moi.
Comptez sur moi pour tout, pour vous attendre si vous voulez que je vous attende, pour deviner ce que vous auriez honte à me dire, et comptez sur moi si la fantaisie vous prend de me déclarer en face « c'est fini nous deux », pour vous montrer que je sais me conduire et qu'il n'y a pas besoin d'eau de mélisse ni de vinaigre. J'ajoute encore que si ça vous convenait que je fasse un autre métier, que j'apprenne des choses, que je me change en ci ou en ça, j'en suis également capable, quand même ce ne serait que pour vous faire une distraction ou un sujet de conversation avec moi. Si j'avais préféré la promenade de jour au lieu de notre prochaine nuit, je n'hésite pas, j'aurais préféré la nuit. Mon amour, la nuit, c'est moins embarrassant, c'est moins intime. Je serai toujours à peu près à la hauteur de vous, pourvu que je sois toute nue dans vos bras et couchée. Le plus terrible, c'est qu'il faut nous relever. Et alors là, je tremble devant vous. Tout ce que vous avez désiré inutilement de moi pendant que nous étions ensemble, moi je l'ai eu de vous. Je n'en ai pas encore fini de m'étonner que votre peau soit si douce, ni que vous avez l'air si sérieux en dormant, ni que vous couchez sans chemise. Je ne croyais pas que vous aviez les pieds si petits. Et aussi, je croyais qu'un jeune homme si raffiné, qui mange au restaurant avec de petites manières et des précautions, allait s'occuper de toutes sortes de choses en faisant l'amour. Mais pas du tout. Quand j'ai vu que vous ne vous occupiez que de me prendre tout à la fois, tout uniment, je ne peux pas vous dire comme j'étais contente. Alors comment voulez-vous que je ne vous aime pas ? Mon chéri, le difficile pour vous, c'était de ne pas être aimé de moi. Le presque impossible pour moi, c'est d'être aimé de vous. Je dis presque impossible parce que je suis ainsi faite que je n'accepte pas dans mon esprit le pire des malheurs, ni le pire des bonheurs. Tu me trouves bien humble. Ne crois pas que je m'en dis. Si tu me réponds « Adieu, Mitsu », je ne mourrai pas. J'ai un petit cœur assez dur pour qu'on le nourrisse avec chagrin. Mon amour, je vais essayer de devenir ton illusion. C'est une ambition très grande, mon cher lieutenant bleu, et vous ne m'avez pas invité à une promenade qui peut faire le tour de la vie. Commençons donc par le plus facile, et si vous n'êtes pas tout à fait découragé, donnez-moi, je vous en prie, encore votre sommeil à côté de moi, encore la surprise de vous suivre si facilement jusqu'au plaisir. Accordez-moi la confiance et la bonne amitié de votre corps. Peut-être qu'une nuit, à tâtons, tout doucement, elles m'amèneront enfin jusqu'à vous. Asthmatique depuis l'enfance, Marcel Proust fut d'une santé fragile tout le long de sa vie. Voici la dernière lettre qu'il écrivit à son ami écrivain, Henri Duvernois, le 28 octobre 1922. Mon cher ami, si vous saviez l'état où je suis, vous seriez stupéfait qu'un merveilleux hasard m'ait fait ouvrir votre lettre, qu'un plus merveilleux hasard me donne la force de vous répondre. En résumé, pas de chèque actuellement, je vous prie. Il sera temps si je me tire de mon fâcheux accident de santé. Quant au roman, comme il n'en reste rien, faites arranger cela comme il vous plaira, ou jetez-le au feu. Je ne suis pas étonné qu'on n'ait rien compris à mes folles indications. En effet, après que j'ai cru avoir tout retiré, on a calculé qu'il y avait encore 9000 lignes en tout. Alors j'ai fait ôter tous les cahiers dactylographiés sans compter. Donc qu'on en enlève un peu plus, un peu moins, je m'en désintéresse. Si je me fatigue tant à vous écrire tout cela, c'est pour ne pas risquer que le livre paraisse peu après. Je n'aurais aimé connaître personne plus que votre ami, mais toute visite m'est interdite et impossible. Si je survis, on se verra. Précautions inutiles est idiot, mais le seul qui ne se heurte pas à des inconvénients. Si j'ai une nouvelle heure de force, j'écrirai au cher Robert de Flers de m'épargner après une longue et douloureuse maladie vaillamment supportée, ce qui serait du reste faux, car cela n'a rien à voir avec le reste. D'ailleurs, je pense encore m'en tirer, mais dans ce cas-là, que je préfère tout de même la convalescence qu'on me promet, fait frémir. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire un passage célèbre, extrait de la première partie de Du côté de chez Swann. Combray.
Longtemps, je me suis couchée de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ». Et une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je voulais poser le volume que je croyais avoir dans les mains et souffler ma lumière. Je n'avais pas cessé en dormant de faire des réflexions sur ce que je venais de lire, mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier. Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage. Une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles Quint. Cette croyance survivait pendant quelques secondes à mon réveil. Elle ne choquait pas ma raison, mais pesait comme des écailles sur mes yeux et les empêchait de se rendre compte que le bougeoir n'était plus allumé. Puis elle commençait à me devenir inintelligible, comme après la métempsychose, les pensées d'une existence antérieure. Le sujet du livre se détachait de moi, j'étais libre de m'y appliquer ou non. Aussitôt je recouvrais la vue et j'étais bien étonnée de trouver autour de moi une obscurité, douce et reposante pour mes yeux, mais peut-être plus encore pour mon esprit, à qui elle apparaissait comme une chose sans cause, incompréhensible, comme une chose vraiment obscure. Je me demandais quelle heure il pouvait être. J'entendais le sifflement des trains, qui plus ou moins éloignés comme le chant d'un oiseau dans une forêt, relevant les distances, me décrivait l'étendue de la campagne déserte où le voyageur se hâte vers la station prochaine, et le petit chemin qu'il suit va être gravé dans son souvenir par l'excitation qu'il doit à des lieux nouveaux, à des actes inaccoutumés, à la causerie récente et aux adieux sous la lampe étrangère qui le suivent encore dans le silence de la nuit, à la douceur prochaine du retour. J'appuyais tendrement mes joues contre les belles joues de l'oreiller, qui, pleines et fraîches, sont comme les joues de notre enfance. Je frottais une allumette pour regarder ma montre. Bientôt minuit. C'est l'instant où le malade, qui a été obligé de partir en voyage et a dû coucher dans un hôtel inconnu, réveillé par une crise, se réjouit en apercevant sous la porte une raie de jour. Quel bonheur! C'est déjà le matin. Dans un moment, les domestiques seront levés. Il pourra sonner. On viendra lui porter secours. L'espérance d'être soulagé lui donne du courage pour souffrir. Justement, il a cru entendre des pas. Les pas se rapprochent puis s'éloignent. Et la raie de jour qui était sous sa porte a disparu. C'est minuit. On vient d'éteindre le gaz. Le dernier domestique est parti. Il faudra rester toute la nuit à souffrir sans remède. C'était Correspondance. Une émission préparée et présentée par Martine Jacob.